bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'heure de la retraite a sonné pour plus d'une cinquantaine de sous-préfets. À la suite d'un décret présidentiel, un vaste mouvement vient d'être effectué dans le corps préfectoral. Quelques curiosités à découvrir dans ce journal. La guerre contre le terrorisme les a placés sur les premières lignes du front. À l'extrême nord, ces Camerounais en civil ont accepté au péril de leur vie d'être la sentinelle des populations et des forces armées contre les attaques kamikazes. Vous verrez dans ce journal comment les populations saluent la bravoure et le courage de ces membres des comités de vigilance à l'extrême nord du Cameroun. C'est à suivre dans Écho de la célébration de la fête nationale de l'unité dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Elles ont repris leur esprit après avoir manifesté l'intention de rejoindre leurs bourreaux lycéennes de Chibok, ex-otages de Boko Haram, qui sont retournés auprès de la famille, des retrouvailles chargées d'émotions ce week-end au Nigeria. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. Écrit de joie à Abuja, la capitale du Nigeria, samedi 20 mai. Sur les visages de nombreux parents qui retrouvent leurs enfants après 3 ans de captivité, l'on peut constater qu'ils n'en reviennent pas. Certains avaient fini par désespérer au regard de la longue attente depuis l'enlèvement de leur progéniture en avril 2014 par les terroristes de la secte islamiste Boko Haram. Libérés le vendredi 5 mai suite à un échange de prisonniers entre le gouvernement nigérien et les leaders de la secte islamiste, les 82 lycéennes de Chibok ont été reçues par le président Muhammadu Buhari en route pour Londres pour des soins médicaux, avant de subir, elles aussi, plusieurs visites médicales. Très diminuées par leur longue détention, certaines ont été blessées, mariées de force ou abusées sexuellement. Selon les responsables d'organisations non gouvernementales, leur réintégration dans la société nigériane sera progressive, d'où l'appel lancé à œuvrer contre toute discrimination vis-à-vis d'elles, appel lancé par ces ONG. Il est à noter que certaines d'entre elles auraient même refusé d'être libérées. Elles étaient 200 au total, enlevées en 2014 dans un lycée de Chibok au nord du Nigeria, âgées entre 12 et 17 ans. Après plusieurs vagues de fuites et de libérations, elles sont encore plusieurs dizaines qui restent en captivité. Au Cameroun, l'heure est aux examens officiels de l'enseignement secondaire. Le probatoire technique et industriel a démarré ce lundi dans les différents sous-centres d'examen. Nos reporters Mitterrand Dam et Julien Berthe-Bissaï se sont rendus au lycée technique de Koumassi pour apprécier la concentration des candidats aux examens du probatoire technique et industriel. Reportage. C'est un silence de cimetière qui règne ce lundi 22 mai au lycée technique de Koumassi à Douala. Ici, 1018 candidats affrontent les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement secondaire technique et industriel. Comme à l'accoutumée, la police d'examen est lue à l'attention des candidats avant le début des épreuves. Il est 8 heures et l'épreuve de français est lancée pour une durée de 2 heures. Ensuite, suivra celle de géographie et d'anglais dans l'après-midi. La sérénité est plutôt visible sur les visages de certains candidats. On vient de finir l'épreuve de français. Bon, l'épreuve était passable, on ne va pas dire dur. Quand l'épreuve c'était une épreuve de français, bon, c'était abordable. C'était pas quand même très difficile. La première journée était ni difficile ni facile. On peut dire que les épreuves étaient abordables. Donc pour le moment, on continue. Au cours de cette première journée d'examen qui se déroule plutôt bien, certains candidats ont brillé par leur absence. Tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a eu des candidats qui ont eu des petits malaises, mais qui n'ont pas pu être empêchés, n'est-ce pas, de poursuivre l'examen. Donc tout se passe sereinement. C'est vrai qu'il y a quelques absents. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'inscrivent et ne viennent pas. Mais pour l'instant, aucun cas de fraude, ça va. Les responsables de cet établissement scolaire, soucieux du bon déroulement des examens, ont mis sur pied un dispositif sécuritaire. À l'entrée du portail, du grand portail, 2 agents de police qui sont là. Et la nuit, nous aurons également la garde ici qui sera montée par les gendarmes.
Rappelons que les épreuves écrites qui ont débuté ce jour s'achèvent samedi 27 mai. La semaine prochaine, quant à elle, est réservée aux épreuves pratiques. Le groupement professionnel des aconniers du Cameroun déclare qu'un terrain d'entente a été trouvé entre les ouvriers portuaires et le GEPAC. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse qui a été donnée ce lundi à Douala. Le GEPAC qui affirme que les ouvriers portuaires, les dockers, ont repris le travail sur la place portuaire, notamment pour le chargement des navires accostant au port autonome de Douala. Je vous propose de suivre à présent le président du GEPAC qui s'exprime après cette conférence de presse donnée qui annonce selon lui la reprise des activités des ouvriers portuaires sur la plateforme de Douala. Ce mouvement qui en réalité n'est pas prise, nous avons pensé qu'il était tout à fait louable qu'on se retrouve. Le bureau du GEPAC a fait le premier pas, à savoir supprimer les cartes blanches qui, nous vous avons déjà fait comprendre que cet appel s'est fait dans l'informel pour qu'on se retrouve avec 700 dockers. Maintenant, on les intègre en carte blanche et ils ont tout ce qu'on appelle comme avantage de la main-d'œuvre docker. Une des solutions aujourd'hui, et que je parle en tant que président du GEPAC, c'est que la famille doit se retrouver. Et que cette famille, dans la légalité, ce sont les délégués. J'appelle ici les délégués du personnel de se retrouver avec la partie patronale pour que certaines revendications puissent être menées. Parce qu'il y a des revendications internes et des revendications externes. Et que surtout, et chaque fois que le bureau a eu à le dire, le bureau fait comprendre que le syndicat doit être une marmite de formation. À présent, l'image d'une autorité administrative qui a fait parler d'elle ces dernières semaines en raison d'une sommation adressée aux élus municipaux SDF en Banga, dans le département du Mungo. Vous le voyez, Basilekin Georges Magloire, sous-préfet de Banga, qui vient d'être muté à Yaoundé 4. C'est une décision du chef de l'État. Le décret présidentiel a été rendu public cet après-midi. Il fait partie de ces sous-préfets mutés, notamment pour lui qui rejoindra l'arrondissement de Yaoundé 4. Par contre, l'on note qu'ils sont plus d'une cinquantaine de sous-préfets mis en retraite ce lundi après un vaste mouvement effectué dans le corps préfectoral. À la suite d'un décret présidentiel, plusieurs autres chefs des terres ont été mutés dans les différents arrondissements que compte le Cameroun, parmi lesquels l'ancien sous-préfet de Mbanga, désormais sous-préfet à Yaoundé 4, vous le voyez en image. Et parlons de cette célébration de la fête nationale de l'unité. Comment s'est-elle déroulée dans l'arrière-pays? Je vous propose de suivre ce reportage signé Kate Diarra qui fait le tour du nord-ouest, mais aussi du Mungo, où il y a eu des articulations particulières durant la fête nationale de l'unité. Reportage. La 45e édition de la fête de l'unité, célébrée en fin de semaine dernière, a eu son lot de scènes insolites. Dans les régions du Mungo, de l'ouest et du nord-ouest, les élèves et militants de partis politiques se sont attelés à offrir du spectacle à leur public, rivalisant d'adresse et d'ingéniosité pour captiver le plus d'attention possible. Premier arrêt, Konsamba dans le Mungo. Ici, le RDPC s'est imposé avec ses carrés interminables, ses militants en moto et ses lâchers de ballons au bout desquels on pouvait voir pondre les photos de leurs champions. Après le Mungo, cap à l'ouest, où le parti du crabe et son carré constitué de 4 militants a provoqué quelques sourires moqueurs, tout de suite rattrapés par ce passage de jeunes sportifs aux acrobaties fortement acclamées. Fomba Menda, où le public a répondu aux abonnés absents. De nombreuses chaises vides ont été enregistrées, mais cela n'a pas empêché le défilé de se faire. D'ailleurs, ce militant de l'UPC a spécialement fait le déplacement pour démontrer, dit-il aux yeux du monde, que le Cameroun est un et indivisible. L'UPC étant un parti national, raison pour laquelle je suis venu de ce côté, surtout pour démontrer à ceux qui veulent détourner nos enfants en leur faisant croire que nous ne sommes pas un pays uni. Nous sommes un pays uni, solide et solidaire.
La guerre contre le terrorisme les a placés sur les premières lignes du front. Je vous le disais en titre, agents civils de renseignement, certains Camerounais ont accepté au péril de leur vie d'être la sentinelle des forces armées et des populations contre les attaques kamikazes perpétrées à l'extrême nord. Certains d'entre eux ont payé de leur vie pour démasquer les terroristes et les empêcher d'atteindre leurs cibles. Ces membres de comités de vigilance ont eu droit à un carré spécial lors de la fête nationale de l'unité à l'extrême nord du Cameroun. Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. Comme des soldats armés de leur matériel de travail, composé de machettes, fusils de chasse, couteaux, flèches en main, les membres du comité de vigilance ont été la principale attraction le 20 mai dernier à la place des fêtes de Koza, dans le département du Mayo-Tsanaga. Arborant fièrement leurs gilets, d'un pas bien cadencé, la parade de ces gardiens du terroir a été ovationnée par le grand public. Depuis le regain d'insécurité dans la région de l'extrême nord Cameroun, des équipes spéciales de défense et de protection des populations ont été créées dans le cadre de comités de vigilance pour veiller au maintien de la paix et la cohésion sociale. La célébration de la 45e fête de l'unité nationale dans le Mayo-Tsanaga a été une occasion pour les hommes en tenue et les membres du dit comité de témoigner leur bravoure et leur engagement patriotique. À Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est sous fond de tension que s'est déroulé le traditionnel défilé du 20 mai. 3 formations politiques, telles que les Patriotes, l'UPC et le RDPF, ont été écartées des carrés des défilants. Si certains estiment que cet acte témoigne de la marginalisation des partis politiques de l'opposition camerounaise, les hommes en tenue, quant à eux, évoquent comme raison que les militants de ces partis politiques n'ont pas été enregistrés dans la liste. Une situation qui a provoqué des échauffourées entre quelques militants et les forces de maintien de l'ordre. La célébration de la fête nationale de l'unité a eu un écho particulier à Bana. Dans le département du Honkam, 3 valeureux citoyens ont été décorés, parmi lesquels la présidente de la fondation, Marie-Louise Kadi, l'épouse du célèbre industriel Kadi de Fotso. Reportage d'Alastiana et Jean-Paul Chouignat. La fête nationale de l'unité à Bana, 2 temps forts à la place des fêtes. Première articulation, la décoration de 3 valeureux citoyens, au rang desquels une brave dame de cœur, Maman Marie-Louise Kadi, présidente de la fondation qui porte son nom. Madame Kandoué Marie-Louise, épouse Kadi. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Cette distinction présidentielle l'honore pour ses actions et œuvres sociales en faveur de l'éducation, l'épanouissement de la jeunesse et l'assistance aux plus démunis. Un combat qu'elle mène depuis une vingtaine d'années aux côtés de son illustre époux, l'industriel Joseph Kadi de Fosso. Hier, cette musique qu'on a eue, je suis trop gâtée, premièrement pour ma famille et pour vous aussi. Je suis contente. Ce que le bon Dieu m'a donné sur terre, c'est lui qui connaît. Parce que vraiment, je ne savais pas que je peux arriver au niveau que je suis aujourd'hui. Une fois la reconnaissance de la patrie à ses valeureux fils et filles magnifiés, la tribune officielle peut vivre le défilé du 20 mai 2017, symbole fort d'une marche continue et continuelle vers le renforcement de l'unité de la nation. En ouverture, des hommes en tenue, peu importe le nombre de policiers, gendarmes et anciens combattants. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Bana, commandant d'armes de la place, met le show. Et le public nombreux n'a rien à envier au spectacle des grandes parades des métropoles.
et autres chefs-lieux de région. Dans un contexte d'enlisement de la crise anglophone et les velléités sécessionnistes de certains compatriotes des régions du sud-ouest et du nord-ouest, le défilé civil de différentes écoles primaires, lycées et collèges de l'arrondissement de Bana, par des chants et messages patriotiques, rappelle à tous l'indivisibilité de la nation camerounaise, matérialisée dans ce symbole fort du vivre ensemble entre ressortissants des différentes aires géographiques et culturelles du Cameroun. J'ai été particulièrement marqué par le passage des tout petits des écoles primaires qui scandaient des messages exprimant leur attachement à la préservation de la paix et leur volonté de construire un Cameroun uni. Plusieurs groupes de danse traditionnels, associations de femmes rurales, partis politiques ont tous répondu présents à cet appel de mémoire de l'unification des deux Camerouns en 1972. Et les militants du Social Democratic Front, SDF, ont suivi le mot d'ordre du chairman John Frundi, boycottant la célébration de la 45e fête nationale de l'unité du Cameroun. Restons à l'ouest, où les forces vives se concertent pour le développement de Bazou dans le département du Ndé. Un congrès s'y est tenu le week-end dernier à cet effet. Reportage Jérôme Narcisse Sabzé. C'est le week-end dernier que s'est tenu à la chefferie supérieure Bazou dans le département du Ndé à l'ouest Cameroun, le 6e comité de développement du dit village. Baptisé congrès de la consolidation, les fils et filles Bazou du Cameroun et de la diaspora se sont levés comme un seul homme afin de donner à cet événement un cachet tout à fait particulier. Ce fut un congrès qui s'est déroulé sous les regards très attentifs de Sa Majesté Tsouakemajou Vincent, chef supérieur Bazou, qui n'a désigné sur aucun moyen afin de battre véritablement le rappel des troupes. Avec comme président du comité d'organisation, M. Tabou Yonke Christophe, plusieurs commissions seront mises sur pied afin de booster véritablement le développement économique du village Bazou. Un autre impact aura également été cette animation culturelle à travers une danse bien connue ici. Comme si cela ne suffisait pas, une artiste et musicienne bien connue du groupe Koutoua Bada et originaire de Bazou donnera également de la voix. L'instant tant attendu sera l'élection du nouveau président du Codebase ainsi que de son bureau. Et c'est sans surprise que Zambe Tuinou David, élite émérite du groupement, sera l'unanimité élu 5e président du comité de développement du village Bazou. Contribuer avec chacun de vous à l'émancipation de nos fils, de nos enfants, surtout au développement de notre village. Cette élite, qui adopte la posture d'homme aimable, jouit depuis quelque temps d'une grande popularité à Bazou. On reconnaît en lui les efforts dans le cadre de la reconstruction d'un Bazou fort et uni. Il mesure d'ailleurs le poids de ses nombreuses émissions. Je dirais beaucoup plus animé par un souci vraiment de rendre service, pour mettre la confiance qui a été placée en moi par la population et par l'autorité royale. Il bénéficiera également du soutien du nouveau bureau qui a également été élu et présenté au grand jour. Pour le docteur Frédéric Ndjeyon, président d'honneur de ce congrès, la mission de la nouvelle équipe est très délicate. Et il va s'inspirer de ce que nous avons fait pour améliorer. Même son de cloche pour Sa Majesté Tsouakemajou Vincent, chef supérieur Bazou. Plus que jamais, mes notables et moi serons déterminés à encadrer cette équipe et faciliter sa bonne mission de redéployer le développement tout azimut de Bazou. Quant au sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, M. Tanguy Rakosignol Ako, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre pour le village Bazou. Il me côtoie depuis plus de 4 ans. Ça, tout le bien que l'autorité administrative que je suis pense du village Bazou. Pour cette édition, Sa Majesté Tsouakemajou Vincent n'a pas manqué d'anoblir quelques fils et filles de son groupement qui se sont fait distinguer positivement ces dernières années, et tout ceci dans une ambiance de grands jours. Cette édition coïncidait également avec la célébration de la 45e édition de la fête de l'unité. À l'appel des fêtes de Bazou, on a battu le rappel des troupes.
Certains valeureux fils et filles, à l'instar de M. François Jules Famawa, se verra récompensé d'une médaille remise par le sous-préfet de Bazou. C'est pas une très grande parade à la fête des fêtes de Bazou que s'achèvera une double cérémonie que Bazou n'est pas prêt à oublier. Une dizaine d'organisations de la société civile burkinabé ont manifesté dans les rues de Ouagadougou samedi dernier pour dénoncer le fait que la justice ne soit pas encore dite dans des procédures judiciaires emblématiques 3 ans après l'insurrection qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir au regard des multiples renvois dans le procès de l'ex-président burkinabé et son gouvernement devant la haute cour de justice. Peut-on emprunter la voie de la réconciliation nationale sans qu'il y ait justice et vérité au nom d'un peuple opprimé? Pourquoi en Afrique, la justice éprouve de sérieuses difficultés à juger des anciens présidents africains? On en parle dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau Maître Célestin Kengoum, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé. Vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun et analyste politique. Vous avez suivi ce week-end avec cette manifestation des milliers de Burkinabés réunis au sein d'une dizaine d'organisations de la société civile qui estiment que la justice n'a pas encore été dite sur certains dossiers judiciaires importants 3 ans après l'insurrection qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Il y a un procès devant la haute cour de justice, mais qui enchaîne les renvois à peine le procès a démarré. Comment vous analysez le contexte politique dans lequel se déroule ce procès de l'ex-président burkinabé au Burkina Faso? Je voudrais d'abord vous signaler qu'il y a 2 camps qui se sont formés au Burkina Faso au niveau du peuple. Il y en a qui estiment que la procédure engagée contre l'ancien président en fuite est assez lente. Et il y a un deuxième camp qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, c'est le camp de ceux qui estiment qu'il faut juger tous ceux qui ont participé à la gestion au temps de l'ancien président Ouattara. Ils sont burkinabé, Blaise Compaoré. Et ce sont ceux-là, justement, qui ont manifesté samedi, qui estiment qu'il faudrait que tous ceux qui ont gouverné aux côtés de Blaise Compaoré depuis son accession au pouvoir soient jugés pour crimes économiques et d'autres détournements de deniers publics au Burkina Faso. Cette demande, en l'état actuel de la situation politique au Burkina Faso, est impossible. C'est une demande qui ne peut prospérer, comme on le dit dans le jargon judiciaire, pour la simple raison que l'acteur, le chef de file, le président de la République lui-même, Kaboré, est un ancien membre du gouvernement du régime du président en fuite. Je vous rappelle que M. Kaboré, Christian Kaboré, a été président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans, de 2002 à 2012. Et avant cela, il a été Premier ministre et ensuite ministre dans plusieurs gouvernements du président Compaoré. Donc, demander à ce qu'il s'autoflagelle, qu'il se juge, avec toute l'équipe, parce qu'en réalité... Mais le président Kaboré a démissionné du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Oui. Il a demandé pardon au peuple burkinabé, il a rejoint l'opposition. Est-ce que, ne serait-ce que cette démarche-là, ne pourrait pas le disculper de ses demander pardon au peuple ne vous empêche pas d'être convoqué pour être entendu sur des faits précis. Ce n'est pas le peuple qui juge. Il est vrai que les magistrats rendent les décisions au nom du peuple. Mais ce n'est pas le peuple qui juge. Ça veut dire que même si vous avez fait acte de contrition face au peuple en demandant pardon et que le peuple vous ait effectivement pardonné, du moment où on demande une ouverture, une mise en accusation de tous les acteurs principaux de l'ancien régime, alors si vous avez pris part à ce régime d'une manière proche ou lointaine, vous serez également entendu et vous serez jugé. Peut-être que votre peine ne sera pas comme celle des autres. Alors, à l'heure actuelle, encore que votre demande de pardon au peuple n'a pas d'influence sur les magistrats. Alors, on parle là de réconciliation nationale. Cette voie, peut-on l'emprunter sans parler de justice et de vérité avec tout ce que le peuple burkinabé a subi sous le régime Compaoré? Vous savez, le problème du peuple burkinabé
comme d'ailleurs le problème de la plupart des peuples en Afrique, ce n'est pas en réalité le jugement et la condamnation de Compaoré et de tous ceux qui l'ont entouré ou qui l'ont accompagné dans la gestion de la chose publique. C'est surtout parce que les conditions de vie de ces populations ne se sont pas améliorées. D'où ces remous sociaux, d'où ces revendications à répétition. Parce que le peuple n'a pas obtenu de réponse. Et certains politiciens assez malins mettent souvent là ces difficultés innombrables sur le compte de l'ancienne gestion en disant qu'ils ne peuvent pas atteindre les objectifs annoncés lors de la candidature pour l'élection présidentielle parce que l'ancien régime avait mis en place des structures mais c'est quand même mis en péril. C'est quand même plus de 20 ans pour le régime Compaoré et la structure économique du Burkina Faso en a payé le prix. Le pays tente de se relancer. Mais avec ce procès qui est ouvert devant la Haute Cour de justice, depuis que le procès a démarré, on va de renvoi en renvoi. Les avocats de la défense, notamment de Compaoré et de certains membres de son gouvernement, le dernier gouvernement avant qu'il ne soit chassé du pouvoir par la rue, estiment que c'est un procès politique et que toutes les conditions équitables pour qu'un procès se déroule ne sont pas garanties devant la Haute Cour de justice. Je vous ai dit que le procès du président Compaoré au Burkina sera très difficile et je peux même dire impossible. Pour quelle raison? Déjà, les hauts magistrats seront forcément impliqués. Vous savez, dans un pays de l'Interland, parce que le Burkina Faso c'est un pays de l'Interland, où les acteurs se sont construits et déconstruits, où on a les mêmes personnes qui ont toujours été aux affaires, il est difficile que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui jugent ce qui sont passés. En fait, c'est se juger soi-même. Le père de Kaboré, qui est l'actuel président, a été ministre des Finances. Il a occupé de très hautes fonctions dans son pays depuis le début de l'indépendance, vers les années 60-62. Donc vous avez des gens qui se sont autogénérés, qui sont issus du même moule. Vous remettez en cause l'indépendance de cette haute cour de justice face à une affaire concernant le gouvernement de Compaoré, le tout dernier, et lui-même, dans leur rôle impliqué par rapport à la répression sanglante effectuée en 2014. Non, je ne remets pas en cause l'impartialité de la Haute Cour de justice. Mais je vous parle des difficultés auxquelles cette Haute Cour de justice se trouve confrontée face à un procès qu'on veut diriger contre tous ceux qui ont pris part à la gestion de la chose publique au Burkina. Et si vous vous rendez compte aujourd'hui que ceux qui sont encore au pouvoir à des niveaux différents ont été les mêmes qui hier étaient dans le gouvernement Compaoré et qui étaient même à l'époque du président Sankara et qui même étaient à l'époque du président Yameogo. Quand ce n'est pas les mêmes, c'est leur fils. Donc voilà pourquoi il faut être réaliste quand on demande une chose. Il faut apprendre à un moment donné à s'arrêter et demander pardon. Alors, donc je pense que la réconciliation est la voie et le procès judiciaire... Mais comment faire donc une réconciliation quand il n'y a pas vérité sur des crimes qui ont été commis? Non. Quand il n'y a pas justice rendue au nom d'un peuple qui a été opprimé pendant de nombreuses années? Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait émergence d'une personnalité neutre. D'une personnalité neutre. Et cette mission est souvent, et a été le plus souvent, le fait des hommes d'église, par exemple, ou des personnalités de la société civile. Donc il est assez difficile d'avoir un homme qui fédère tous les esprits autour de lui pour pouvoir impulser un mouvement allant dans le sens d'une réconciliation nationale. Alors cet oiseau rare, est-ce qu'il en existe au Burkina Faso? Je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le procès, la justice ne pourra pas résoudre le problème du passé. Alors pourquoi est-ce qu'en Afrique, ça devient difficile pour les différentes juridictions africaines de juger les anciens présidents africains? On a vu le cas avec Hissène Habré et d'autres encore. Et voilà, maintenant Blaise Compaoré, à peine commencé, c'est des renvois qui s'enchaînent. Et vous dites, vous êtes sceptique quant à l'aboutissement de cette procédure judiciaire qui est en cours. Pourquoi la justice africaine n'arrive-t-elle pas à juger ces anciens présidents? Pour la simple raison que l'Afrique, l'organisation de notre constitution, fait en ce que le président de la République est la personnalité qui nomme aux différentes fonctions de l'État, qui est à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, qui nomme les magistrats du siège.
et qui intervient indirectement sur le choix des magistrats du parquet, puisque, somme toute, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui nomme à différentes fonctions dans le code de la magistrature. Et ces hauts magistrats qui sont nommés ne sont pas le chef de l'État. Comment demain pourront-ils le juger? Ce n'est pas une tâche assez aisée. Mais dans d'autres démocraties occidentales, aux États-unis, c'est bien les républicains qui ont nommé les juges, mais qui réussissent à... Non, il y a une indépendance des structures judiciaires, en ce sens que ceux qui occupent les fonctions élevées au sein des organes régulateurs de la magistrature, et ce sont des pairs, ce sont eux qui choisissent les leurs pour être à leur tête. Et en plus, lorsque le président de la République veut nommer quelqu'un à une fonction assez élevée comme le président de l'Assemblée, président de la Cour suprême, il doit interroger le Congrès qui peut donner son aval ou le rejeter. Donc, in fine, il y a un problème de mentalité. Vous savez, nous sommes extrêmement émotionnels, les relations amicales se nouent très facilement sous les tropiques qu'en Occident. Où justement, les gens... Maître Kengoum, on est à quelques semaines d'une session du Conseil supérieur de la magistrature annoncée par le chef de l'État pour le 7 juin prochain. Quels sont les enjeux en quelques mots de cette session au moment où il y a une crise anglophone qui perdure depuis près de 7 mois maintenant? Bon, les enjeux, je commencerai par les attentes. Les attentes que nous avons, c'est commencer déjà à pourvoir aux différentes fonctions dans les structures qui existent. Vous parliez tout à l'heure du jugement des hommes, des chefs d'État et autres. Je vous rappelle que le Cameroun a une haute cour de justice qui n'a jamais vu des membres nommés en son sein. Donc la haute cour de justice du Cameroun n'a pas de membres. Il y a le Conseil constitutionnel qui devrait avoir 11 membres. Ils ne sont pas encore nommés. Et donc le Conseil supérieur doit nommer 2 par rapport la haute cour de justice, le Conseil constitutionnel. Voilà les attentes immédiates. Les attentes urgentes, c'est l'intégration des magistrats qui sont sortis de l'ENAM depuis, je pense, 3 ans pour certains, qui n'ont toujours pas été mis sur le terrain. Et sans parler aussi de certains mouvements dans la magistrature afin qu'il y ait une sorte de turnover. Alors, est-ce que ce conseil peut réussir à apporter une solution concrète aux problèmes posés par les avocats anglophones, avec notamment l'intégration du common law dans le fonctionnement de la Cour suprême, avec les décisions rendues dans les juridictions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Non, ce n'est pas le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Et je pense que le chef de l'État a déjà initié un certain nombre de démarches allant dans le sens de l'intégration de la common law à l'ENAM. Mais de quoi s'attendre à des mouvements des magistrats qui ne maîtrisent pas toujours la common law et qui pourraient être affectés vers d'autres régions? Le chef de l'État n'a pas attendu ce Conseil supérieur de la magistrature pour procéder à certaines affectations. Au lendemain de cette crise, on a vu des magistrats déplacés du nord-ouest et du sud-ouest pour d'autres régions parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue anglaise. Et il y en a qui ont été affectés dans ces zones. Donc c'est un mouvement progressif et je ne pense pas qu'il est du rôle de la haute cour du Conseil supérieur de la magistrature de s'occuper de ces questions de l'implémentation de ce nouveau système attendu de nos confrères et magistrats d'ailleurs du nord-ouest et du sud-ouest, et même par les populations. Donc je pense que c'est surtout un mouvement de personnes. Nous assisterons à un mouvement de personnes au lendemain ou à la soirée de cette rencontre présidée par le président de la République, chef de l'État et garant de la magistrature. Et j'ajouterai qu'il est également non pas seulement le garant de la magistrature, mais il est également celui qui incarne l'unité nationale. Merci, Maître Célestin Kengoum. Je rappelle que vous êtes avocat et analyste politique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox pour suivre 100% foot ce soir, présenté par Étienne Pascal Azégué. Merci de rester sur Equinox Télévision. Ça va. Les responsables de cet établissement scolaire, soucieux du bon déroulement des examens, ont mis sur pied un dispositif sécuritaire. À l'entrée du portail, du grand portail, 2 agents de police qui sont là. Et la nuit, nous aurons également la garde ici qui sera montée par les gendarmes. Rappelons que les épreuves écrites qui ont débuté ce jour s'achèvent samedi 27 mai. La semaine prochaine, quant à elle, est réservée aux épreuves pratiques.
Le groupement professionnel des aconniers du Cameroun déclare que un terrain d'entente a été trouvé entre les ouvriers portuaires et le GEPAC. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse qui a été donnée ce lundi à Douala. Le GEPAC qui affirme que les ouvriers portuaires, les dockers, ont repris le travail sur la place portuaire, notamment pour le chargement des navires accostant au port autonome de Douala. Je vous propose de suivre à présent le président du GEPAC qui s'exprime après cette conférence de presse donnée qui annonce selon lui la reprise des activités des ouvriers portuaires sur la plateforme de Douala. Ce mouvement qui en réalité n'est pas crise, nous avons pensé qu'il était tout à fait loi qu'on se retrouve. Le bureau du GEPAC a fait le premier pas, à savoir supprimer les cartes blanches qui, nous vous avons déjà fait comprendre que cet appel s'est fait dans l'informel pour qu'on se retrouve avec 700 dockers. Maintenant, on les intègre en carte blanche et ils ont tout ce qu'on appelle comme avantage de la main-d'œuvre docker. Une des solutions aujourd'hui, et que je parle en tant que président du GEPAC, c'est que la famille doit se retrouver. Et que cette famille, dans la légalité, ce sont les délégués. J'appelle ici les délégués du personnel de se retrouver avec la partie patronale pour que certaines revendications puissent être menées. Parce qu'il y a des revendications internes et des revendications externes. Et que surtout, et chaque fois que le bureau a eu à le dire, le bureau fait comprendre que le syndicat doit être une marmite de formation. À présent, l'image d'une autorité administrative qui a fait parler d'elle ces dernières semaines en raison de nous démontrer, dit-il aux yeux du monde, que le Cameroun est un et indivisible. L'UPC étant un parti national, raison pour laquelle je suis venu de ce côté, surtout pour démontrer à ceux qui veulent détourner nos enfants en leur faisant croire que nous ne sommes pas un pays unique. Nous sommes un pays uni, solide et solidaire. La guerre contre le terrorisme les a placés sur les premières lignes du front. Je vous le disais en titre, agents civils de renseignement, certains Camerounais ont accepté au péril de leur vie d'être la sentinelle des forces armées et des populations contre les attaques kamikazes perpétrées à l'extrême nord. Certains d'entre eux ont payé de leur vie pour démasquer les terroristes et les empêcher d'atteindre leurs cibles. Ces membres de comités de vigilance ont eu droit à un carré spécial lors de la fête nationale de l'unité à l'extrême nord du Cameroun. Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. Comme des soldats armés de leur matériel de travail, composé de machettes, fusils de chasse, couteaux, flèches en main, les membres du comité de vigilance ont été la principale attraction le 20 mai dernier à la place des fêtes de Koza, dans le département du Mayo-Tsanaga. Arborant fièrement leurs gilets, d'un pas bien cadencé, la parade de ces gardiens du terroir a été ovationnée par le grand public. Depuis le regain d'insécurité dans la région de l'extrême nord Cameroun, des équipes spéciales de défense et de protection des populations ont été créées dans le cadre de comités de vigilance pour veiller au maintien de la paix et la cohésion sociale. La célébration de la 45e fête de l'unité nationale dans le Mayo-Tsanaga a été une occasion pour les hommes en tenue et les membres du dit comité de témoigner leur bravoure et leur engagement patriotique. À Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est sous fond de tension que s'est déroulé le traditionnel défilé du 20 mai. 3 formations politiques, telles que les Patriotes, l'UPC et le RDPF, ont été écartées des carrés des défilants. Si certains estiment... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'heure de la retraite a sonné pour plus d'une cinquantaine de sous-préfets. À la suite d'un décret présidentiel, un vaste mouvement vient d'être effectué dans le corps préfectoral. Quelques curiosités à découvrir dans ce journal. La guerre contre le terrorisme les a placés sur les premières lignes du front. À l'extrême nord, ces Camerounais en civil ont accepté au péril de leur vie d'être la sentinelle
des populations et des forces armées contre les attaques kamikazes. Vous verrez dans ce journal comment les populations saluent la bravoure et le courage de ces membres des comités de vigilance à l'extrême nord du Cameroun. C'est à suivre dans Écho de la célébration de la fête nationale de l'unité dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Elles ont repris leur esprit après avoir manifesté l'intention de rejoindre leurs bourreaux lycéennes de Chibok, ex-otages de Boko Haram, qui sont retournés auprès de la famille, des retrouvailles chargées d'émotions ce week-end au Nigeria. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. Et cris de joie à Abuja, la capitale du Nigeria, samedi 20 mai. Sur les visages de nombreux parents qui retrouvent leurs enfants après 3 ans de captivité, l'on peut constater qu'ils n'en reviennent pas. Certains avaient fini par désespérer au regard de la longue attente depuis l'enlèvement de leur progéniture en avril 2014 par les terroristes de la secte islamiste Boko Haram. Libérés le vendredi 5 mai suite à un échange de prisonniers entre le gouvernement nigérien et les leaders de la secte islamiste, les 82 lycéennes de Chibok ont été reçues par le président Muhammadu Buhari en route pour Londres pour des soins médicaux, avant de subir, elles aussi, plusieurs visites médicales. Très diminuées par leur longue détention, certaines ont été blessées, mariées de force ou abusées sexuellement. Selon les responsables d'organisations non gouvernementales, leur réintégration dans la société nigériane sera progressive, d'où l'appel lancé à œuvrer contre toute discrimination vis-à-vis d'elles, appel lancé par ces ONG. Il est à noter que certaines d'entre elles auraient même refusé d'être libérées. Elles étaient 200 au total, enlevées en 2014 dans un lycée de Chibok au nord du Nigeria, âgées entre 12 et 17 ans. Après plusieurs vagues de fuites et de libérations, elles sont encore plusieurs dizaines qui restent en captivité. Au Cameroun, l'heure est aux examens officiels de l'enseignement secondaire. Le probatoire technique et industriel a démarré ce lundi dans les différents sous-centres d'examen. Nos reporters Mitterrand Dam et Julien Berthe-Bissaï se sont rendus au lycée technique de Koumassi pour apprécier la concentration des candidats aux examens du probatoire technique et industriel. Reportage. C'est un silence de cimetière qui règne ce lundi 22 mai au lycée technique de Koumassi à Douala. Ici, 1018 candidats affrontent les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement secondaire technique et industriel. Comme à l'accoutumée, la police d'examen est lue à l'attention des candidats avant le début des épreuves. Il est 8 heures et l'épreuve de français est lancée pour une durée de 2 heures. Ensuite, suivra celle de géographie et d'anglais dans l'après-midi. La sérénité est plutôt visible sur les visages de certains candidats. On vient de finir l'épreuve de français. Bon, l'épreuve était passable, on ne va pas dire dur. Comme l'épreuve, c'était une épreuve de français, bon, c'était abordable. C'était pas quand même très difficile. La première journée était ni difficile ni facile. On peut dire que les épreuves étaient abordables. Donc pour le moment, on continue. Au cours de cette première journée d'examen qui se déroule plutôt bien, certains candidats ont brillé par leur absence. Tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a eu des candidats qui ont eu de petits malaises, mais qui n'ont pas pu être empêchés, n'est-ce pas, de poursuivre l'examen. Donc tout se passe sereinement. C'est vrai qu'il y a quelques absents. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'inscrivent et ne viennent pas. Mais pour l'instant, aucun cas de fraude. Information adressée aux élus municipaux SDF en Banga, dans le département du Mungo. Vous le voyez, Basilekin Georges Magloire, sous-préfet de Banga, qui vient d'être muté à Yaoundé 4. C'est une décision du chef de l'État. Le décret présidentiel a été rendu public cet après-midi. Il fait partie de ces sous-préfets mutés, notamment pour lui qui rejoindra l'arrondissement de Yaoundé 4. Par contre, l'on note qu'ils sont plus d'une 50aine de sous-préfets mis en retraite ce lundi après un vaste mouvement effectué dans le corps préfectoral. À la suite d'un décret présidentiel, plusieurs autres chefs des terres ont été mutés dans les différents arrondissements que compte le Cameroun, parmi lesquels l'ancien sous-préfet de Mbanga, désormais sous-préfet à Yaoundé 4, vous le voyez en image.
Et parlons de cette célébration de la fête nationale de l'unité. Comment s'est-elle déroulée dans l'arrière-pays? Je vous propose de suivre ce reportage signé Kate Diarra qui fait le tour du nord-ouest, mais aussi du Mungo, où il y a eu des articulations particulières durant la fête nationale de l'unité. Reportage. La 45e édition de la fête de l'unité, célébrée en fin de semaine dernière, a eu son lot de scènes insolites. Dans les régions du Mungo, de l'ouest et du nord-ouest, les élèves et militants de partis politiques se sont attelés à offrir du spectacle à leur public, rivalisant d'adresse et d'ingéniosité pour captiver le plus d'attention possible. Premier arrêt, Konsamba dans le Mungo. Ici, le RDPC s'est imposé avec ses carrés interminables, ses militants en moto et ses lâchers de ballons au bout desquels on pouvait voir pondre les photos de leurs champions. Après le Mungo, cap à l'ouest, où le parti du crabe et son carré constitué de 4 militants a provoqué quelques sourires moqueurs, tout de suite rattrapés par ce passage de jeunes sportifs aux acrobaties fortement acclamées. Fomba Menda, où le public a répondu aux abonnés absents. De nombreuses chaises vides ont été enregistrées, mais cela n'a pas empêché le défilé de se faire. D'ailleurs, ce militant de l'UPC a spécialement fait le déplacement pour